Avez-vous déjà eu l'impression d'être complètement nu parmi des centaines de personnes? Même si vous portez vos plus beaux vêtements et un élégant collier hérité de votre famille. Je parle de ce moment où, sous le regard des autres, vous réalisez que ces vêtements ne vous protègent en réalité pas du tout. C'est exactement ce que j'ai ressenti lors d'une de ces célèbres soirées grises et humides de la vallée de la Loire. Dans la salle de bal de l'immense manoir appartenant à la famille de mon mari, voisin du château de Chambord. Sous le scintillement des lustres en cristal, une coupe de champagne à la main, je ne savais pas que j'écoutais en fait ma propre condamnation à mort. Je m'appelle Amélie. Et cette histoire raconte comment j'ai été qualifiée d'incompétente, et comment l'une des familles les plus influentes de France a tenté de m'écraser et de me rejeter. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le journal intime larmoyant d'une victime. C'est l'histoire de ceux qui ont tenté de salir mon honneur et qui ont fini par en avoir besoin, avant d'en arriver à cette nuit-là. Cette nuit de vente aux enchères qui a bouleversé ma vie. Je dois vous raconter un peu l'histoire qui m'a amenée dans cette salle, car tout avait commencé comme un conte de fées. J'étais une restauratrice discrète, passionnée d'histoire de l'art, dont les mains sentaient toujours la peinture et le vernis. J'aimais redonner vie à de vieux tableaux, à des tissus centenaires, les protéger de la cruauté du monde moderne. Lorsque j'ai rencontré Rémy, il m'est apparu comme un prince. Il portait le nom de Valois, ce nom lourd et noble que l'on trouve dans les livres d'histoire de France. Rémy était un homme gentil et romantique, écrasé par le poids de ce nom. Du moins, c'est ce que je croyais. Notre mariage était considéré comme un conte de fées moderne dans les cercles artistiques parisiens. Amélie, modeste restauratrice, et Rémy, fils unique de la comtesse de Valois. Mais la méchante sorcière du conte n'attendait pas avec une pomme empoisonnée à la main, mais avec un collier de perles autour du cou et un sourire méprisant aux lèvres, ma belle-mère. La comtesse Madeleine de Valois. Elle ne m'a jamais aimée. Elle me faisait sentir à chaque occasion que quelqu'un comme moi n'était pas digne des murs de pierre froid de ce château, de l'odeur poussiéreuse de ses tapisseries centenaires. Mais comme une amoureuse idiote, je m'accrochais à l'amour de Rémy et je supportais tout. Jusqu'à ce jour-là, j'entendais des rumeurs sur la situation financière de la famille. Je voyais que le toit du château n'était pas réparé, que le nombre de domestiques diminuait, que Rémy passait des heures à faire des calculs nerveux dans son bureau la nuit. Mais on me disait toujours c'est un problème temporaire de trésorerie, ma chérie. Je les croyais, parce qu'on veut croire en ceux qu'on aime. Mais à ce moment-là, il préparait le plus grand piège de ma vie en utilisant mes talents. Tout a commencé avec cette immense tapisserie, connue comme le dernier trésor de la famille. Datant du XVIe siècle, tissée de fils d'or et de soie, elle représentait une scène de chasse mythologique unique en son genre. Un matin, la comtesse m'a appelée dans la salle à manger. Sans toucher au croissant posé sur le plateau en argent devant elle, elle a fixé ses yeux bleus glaciers sur moi. Amélie, a-t-elle dit d'une voix si douce qu'on ne pouvait pas percevoir le couteau qu'elle cachait. Cette famille traverse une période difficile. Nous devons vendre ce tapis, mais il porte les traces de plusieurs siècles d'usure. Avant la vente aux enchères, nous avons besoin de mains expertes pour lui donner un dernier coup de neuf, le faire briller. Et j'ai pensé que, en tant que membre de notre famille, cet honneur devait te revenir. Comme j'étais fière. Je pensais qu'il m'acceptait enfin, qu'il respectait mon talent. Mais à ce moment-là, je tendais en fait la corde à mon bourreau. Si vous avez été victime de votre bonne foi ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie, vous ne devez pas manquer la suite de cette histoire. Car ce que vous allez entendre dans un instant n'est pas seulement une trahison, mais le fruit d'un esprit diabolique. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment idéal pour le faire, car cette chute sera suivie d'une ascension fulgurante et vous ne voudrez manquer aucun détail. J'ai travaillé jour et nuit. J'ai passé 3 mois sur cette tapisserie. J'ai mémorisé chaque fil, chaque nœud, chaque couleur. Lorsque la tapisserie a été débarrassée de la saleté accumulée au fil des ans, elle était magnifique. Rémy venait me voir et m'embrassait sur l'épaule en me disant « Tu es notre sauveuse, Amélie, cette vente va nous permettre de nous en sortir. » J'étais remplie de fierté à l'idée de sauver mon mari et sa famille. Et puis le soir est arrivé, le grand gala de la vente aux enchères. Le château était plus bondé qu'il ne l'avait été depuis des années. Dames collectionneurs venus de Paris, des oligarques russes, des banquiers suisses. Le parking était rempli de luxueuses berlines noires. L'air à l'intérieur sentait les parfums coûteux et l'argent ancien. Lorsque je suis entrée dans la salle au bras de Rémy, je me suis sentie comme un véritable membre de cette famille. Je portais une robe en soie vert foncé. Le tapis, au milieu de la scène, sous une couverture en velours, attendait comme la star de la soirée. Avant le début de la vente aux enchères, la comtesse Madeleine est montée sur scène. Elle a pris le micro entre ses doigts élégants. Le salon est plongé dans un profond silence. Tout le monde attendait cette vente historique de la famille Valois. Le prix de départ prévu était de 2 millions d'euros. Cette somme suffirait à rembourser toutes les dettes de la famille. Mes chers amis, dit la comtesse, la voix tremblante,
Mais ce n'était pas dû à l'excitation, mais à la tension du spectacle qu'elle s'apprêtait à donner. Je suis ici ce soir pour vous présenter l'héritage de notre famille, une partie de notre histoire. Cependant, elle s'interrompit. Son regard balaya la salle et s'arrêta sur moi. Je n'oublierai jamais ce regard. Il n'y avait ni amour ni pitié, seulement une pure et calculée méchanceté. Cependant, j'ai le grand regret de vous annoncer qu'il n'y aura pas de vente ce soir. Un murmure s'éleva dans la salle. La main de Rémi sur mon bras se crispa. Je le regardai, il avait baissé la tête. Que se passait-il? La comtesse leva la main et fit taire tout le monde. Malheureusement, dit-elle d'une voix qui ressemblait désormais à celle d'un juge. Ma belle-fille Amélie, en qui nous avions confiance, que nous avions accueillie dans notre famille et dont nous croyions au talent. Elle me désigna du doigt. Centaines de têtes se tournèrent vers moi. Je me sentis comme sous les feux des projecteurs. A malheureusement commis une erreur irréversible en restaurant cette œuvre inestimable. Elle a mal utilisé les produits chimiques. Elle a, comment dire, fait fondre le tissu historique. J'en ai eu le souffle coupé. Le monde s'est écroulé sous mes pieds. Quoi? Ai-je réussi à murmurer? Non, c'est impossible. La comtesse a continué, d'une voix encore plus triste, comme si elle avait honte pour moi. La jeunesse, l'inexpérience, peut-être le manque de discernement. Ma belle-fille a réduit à néant 500 ans d'héritage familial à cause de son ego et de son incompétence. C'est avec honte que je me présente devant vous. À ce moment-là, je me suis tournée vers Rémi. Rémi, dis quelque chose. Le tapis était en parfait état, tu l'as vu. Lui et je dis. Les larmes me montaient aux yeux. Mais Rémi, l'amour de ma vie, ne m'a même pas regardé. Il s'est simplement approché de sa mère, lui a pris la main et a hoché la tête. Je suis désolée, Amélie, a-t-il murmuré d'une voix à peine audible. Ma mère a raison. J'aurais aimé que tu sois moins prétentieuse. Le choc a laissé place à la nausée. À ce moment-là, j'ai compris. Ce n'était pas une accusation soudaine. Ce n'était pas la révélation d'un accident. C'était une exécution planifiée à l'avance, répétée. Devant tous ces invités riches, ces clients potentiels, ces élites du monde de l'art, ma carrière, ma réputation et mon honneur avaient été étranglés par une seule phrase de la comtesse. Je pouvais entendre les chuchotements derrière moi. Pauvre femme, quelle incompétente. Quel dommage pour la famille Valois. Comment ont-ils pu laisser entrer une telle amateur dans le château? Mes jambes tremblaient, mais je ne me suis pas enfuie. Je ne me suis pas précipitée hors de la salle. Car à ce moment-là, derrière mes larmes, un sentiment inconnu a fait son apparition. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la honte. Une clarté froide, glaciale. Quelque chose n'allait pas. Le tapis était parfait, j'en étais sûre. Si le tapis était abîmé, ce n'était pas ma faute. Il y avait autre chose. Ce soir-là, sous les regards compatissants et méprisants de tout le monde, j'ai posé lentement ma coupe de champagne sur la table. J'ai regardé une dernière fois Rémi et sa mère jouer les aristocrates victimes. Le jeu était terminé, oui, mais pas celui qu'ils imaginaient. Mon jeu ne faisait que commencer, quand nous sommes rentrés à la maison. C'est-à-dire dans ce château qui était désormais devenu un enfer. Je ne me suis pas enfermée dans ma chambre pour pleurer, non. Je suis montée dans le grenier, dans les coins les plus sombres de cette maison où il m'avait humiliée, traité d'incompétent. Car je savais que la vérité se cache toujours dans l'obscurité. Et ce que j'ai découvert était un secret qui allait changer non seulement mon histoire, mais aussi celle de toute la vallée de la Loire. À votre avis, jusqu'où un être humain peut-il aller? Jusqu'où une mère peut-elle mentir pour sauver son fils? Et moi, restauratrice armée seulement d'une pince à épiler et d'une loupe, comment pouvais-je mettre à genoux l'une des familles les plus puissantes de France? La réponse se trouvait dans cette boîte poussiéreuse que j'ai trouvée dans le grenier. Vous n'en croirez pas vos yeux. Le grenier du château était à l'opposé de la salle de bal étincelante du rez-de-chaussée. En bas, ça sentait le parfum, le champagne et le mensonge. Ici, c'était la poussière, la moisissure et l'abandon. Ma robe en soie contrastait cruellement avec ce sol en bois sale, mais je m'en moquais. La lampe torche de mon téléphone à la main, j'avançais dans l'obscurité. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait déchirer ma cage thoracique. Les murmures Amélie a détruit une œuvre d'art résonnaient encore dans mes oreilles, mais cette voix intérieure, cette voix rationnelle et calme, m'avait poussé à venir ici. Pourquoi? Me demandais-je. Pourquoi ont-ils déplié ce tapis devant tout le monde? Si c'est à cause de moi qu'il a été détruit, pourquoi ne l'ont-ils pas vérifié dans une pièce privée avant la vente aux enchères? En tant que restauratrice d'œuvres d'art, je connaissais la procédure. L'œuvre était examinée une dernière fois par des experts quelques heures avant la vente. La comtesse avait sauté cette étape. Elle l'avait directement mise en scène. Ce n'était pas une négligence, c'était un choix. Le grenier ressemblait au cimetière des vestiges centenaires de la famille de Valois. Dame chaise cassée, des rideaux de velours rongés par les mythes et, dans un coin, comme si elle avait été spécialement cachée là, cette vieille malle recouverte de cuir.
Je savais où se trouvait le double de la clé du bureau de la comtesse, mais les véritables secrets n'étaient pas cachés dans le bureau, mais dans les coins oubliés. J'avais remarqué ce coffre auparavant, en guidant les ouvriers venus réparer le toit. À l'époque, je l'avais simplement considéré comme un vieil objet. Mais aujourd'hui, il me semblait être un coffre au trésor. La serrure du coffre était rouillée, mais ma détermination était plus forte que le fer. J'ai pris un vieux tisonnier qui se trouvait à proximité et j'ai frappé la serrure. Le bruit du métal frottant contre le métal a résonné comme un cri dans le silence du grenier. J'ai retenu mon souffle. Il était impossible que quelqu'un m'entende d'en bas, mais la paranoïa m'avait envahi. Lorsque j'ai ouvert le couvercle, je n'ai jamais pu oublier l'odeur de vieux papier qui m'a frappé au visage. L'intérieur était rempli des sombres récits de la parfaite vie de la comtesse. Au-dessus, il y avait des lettres de la banque. Je me mis à les lire une à une, les mains tremblantes. Ce que je découvris me donna la nausée, puis me plongea dans un profond état de choc. Le château était hypothéqué. Et pas seulement le château, l'appartement à Paris, la voiture de sport de Rémy, et même le nom noble que je portais était criblé de dettes. Les dettes de jeu de Rémy, les dates, les montants. Monte-Carlo, Las Vegas et, plus récemment, les sites de paris illégaux sur Internet. Mon mari, mon prince romantique et mélancolique, était en fait un accro qui dilapidait la fortune familiale aux tables de roulette. Mais ce n'était pas le plus grave. Les dettes de jeu détruisent une famille, oui, mais elles ne transforment pas une famille en organisation criminelle. Au fil des pages, je m'enfonçais de plus en plus profondément. Au fond du coffre, il y avait un dossier bleu. Il portait un cachet en russe et une note de traduction en français. J'ai ouvert le dossier et, à ce moment-là, j'ai découvert le document qui allait changer le cours de ma vie. Contrat de vente, accord de confidentialité. Date 14 février, œuvre, tapisserie La Chasse de Diane. Du XVIe siècle, acheteur, Dimitri Volkov, montant 4,5 millions d'euros, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai relu le document à la lumière de mon téléphone. La date. La date était une semaine avant le jour où la comtesse m'avait dit « Tu dois restaurer ce tapis, Amélie, tu es le salut de notre famille ». Les pièces du puzzle se mirent à s'assembler à une vitesse folle dans mon esprit. Lorsque j'avais commencé à restaurer ce tapis, il avait déjà été vendu. J'avais travaillé jour et nuit pendant des mois, réparant chaque nœud avec amour. Et lorsque je terminai, ce magnifique tapis avait été discrètement emballé et envoyé en Russie, à monsieur Volkov. Mais alors, qu'était donc cette chose fondue? Détruite. Exposée sur scène, une autre facture est tombée du dossier. Un reçu provenant d'un magasin de décors de théâtre à Paris. Produit reproduction d'une tapisserie du 19e siècle. Montant 2500 euros. J'ai dû me couvrir la bouche de la main. J'ai mordu mes lèvres jusqu'au temps pour ne pas crier. Cette antiquité inestimable était en fait un chiffon acheté au marché aux puces. Le génie diabolique du plan m'a glacé le sang. Ils avaient vendu le tapis original en secret pour 4,5 millions d'euros. Mais au lieu d'utiliser cet argent pour rembourser leurs dettes, ils l'avaient probablement transféré sur des comptes secrets à l'étranger. En France, ils faisaient semblant d'être en faillite. S'ils avaient dit « Nous avons vendu le tapis », les créanciers auraient saisi l'argent, mais mettre le tapis aux enchères, puis prétendre qu'il avait été détruit par l'incompétence de la mariée. C'était génial. Lorsque j'ai trouvé le dernier document au bas du dossier, j'ai compris pourquoi la comtesse m'avait choisi. Une police d'assurance. Assurance contre les accidents et les dommages causés aux œuvres d'art. Couverture, erreur de tiers pouvant survenir pendant la restauration. Montant de l'indemnisation, 5 millions d'euros. J'en ai eu le souffle coupé. Il ne m'avait pas seulement humilié. Il m'avait fait jouer le rôle principal dans une escroquerie à l'assurance de 5 millions d'euros. Pendant que je pleurais sur scène en mariée maladroite. Ils avaient empoché les 4,5 millions reçus de l'oligarque russe et rêvaient déjà aux 5 millions qu'ils allaient toucher de la compagnie d'assurance. Au total, près de 10 millions d'euros. Et quel en était le prix? Seulement la petite vie insignifiante et la réputation d'Amélie. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais j'ai pris des photos de chaque document, de chaque facture. Je me suis particulièrement concentré sur les dates, les signatures de Rémy, les notes manuscrites de la comtesse. J'ai tout enregistré. Puis j'ai remis les documents dans l'ordre exact où je les avais trouvés. J'ai fermé le coffre. J'ai essayé de remettre le verrou en place avec le tisonnier, mais il était cassé. Là, dans ce grenier poussiéreux, assise par terre, j'ai pris une décision. Ils m'avaient prise pour une idiote. Amélie, naïve, amoureuse, crédule. Oui, ils avaient raison, je l'étais. Mais ils avaient oublié une chose, un restaurateur et un maître de la patience. Nous travaillons pendant des mois, parfois des années, millimètre par millimètre, pour réparer quelque chose d'endommagé. Et maintenant, mon plus grand projet n'était pas de réparer cette famille. C'était de les enterrer sous leurs propres mensonges. Dame son de musique commençait à monter d'en bas.
Même si la vente aux enchères avait été annulée, la comtesse continuait à recevoir ses invités et à jouer le rôle de la victime. À cet instant, probablement une coupe de champagne à la main, discutait de ma maladresse et trinquait avec des regards compatissants. Je me suis levée. J'ai épousseté ma robe. J'ai arrangé mes cheveux. Et j'ai revêtu un masque que je n'avais jamais porté jusqu'à cette nuit-là, celui de la mariée coupable, triste et soumise. J'allais descendre. Je m'allais excuser auprès d'eux. Je m'allais jeter aux pieds de Rémi si nécessaire. Je leur allais donner ce qu'ils voulaient. Car la seule façon de faire baisser la garde de votre ennemi, c'est de lui faire croire qu'il vous a complètement vaincu. Avez-vous déjà dû dire merci à quelqu'un qui vous poignardait en vous souriant? Je l'ai fait cette nuit-là. Et croyez-moi, la première étape de la vengeance consiste à avaler ce remerciement empoisonné. Si vous avez déjà eu l'impression d'avoir subi une grande injustice dans votre vie, mais qu'en réalité, vous attendiez la tempête, partagez-le avec moi dans les commentaires. Parce que j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule. Je me suis dirigée vers les escaliers. À chaque marche, la petite fille fragile en moi mourait un peu plus. Et lorsque je suis descendue au rez-de-chaussée, dans la salle de bal, ce n'était plus Amélie, la femme de Rémi, qui entrait dans cette salle. C'était la femme qui allait causer la perte de la famille de Valois. Lorsque je suis entrée dans la salle, Rémi m'a vue en premier. Son visage affichait une expression détendue, non pas de culpabilité, mais simplement de soulagement de voir que le plan fonctionnait. Il s'est approché de moi et m'a pris les mains. Amélie, a-t-il dit d'une voix si faussement compatissante que j'en ai eu la nausée. Où étais-tu? Ma mère s'est fait beaucoup de soucis. Je le regardais dans les yeux. Pour la première fois, je voyais clairement le vide, l'absence d'âme dans son regard. Je suis désolée, Rémi, dis-je en contrôlant parfaitement le tremblement de ma voix. J'ai tout gâché. Pouvez-vous me pardonner? Rémi m'a serré dans ses bras. Il a regardé sa mère par-dessus mon épaule. La comtesse nous souriait de loin, un verre à la main. Comme un commandant victorieux. On va s'en sortir, mon amour, m'a murmuré Rémi à l'oreille. Nous sommes une famille. L'assurance couvrira tout, ne t'inquiète pas. À ce moment-là, j'ai senti le parfum léger et féminin sur le col de la chemise de Rémi. Ce n'était pas mon parfum. Ce n'était pas non plus celui de sa mère. C'était une autre odeur, du jasmin et du musc intense. Et à cet instant, j'ai compris que les documents trouvés dans le grenier n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Cette trahison n'était pas seulement une question d'argent. Il y avait quelqu'un d'autre dans la vie de Rémi qui était impliqué dans ce plan. Mais je n'étais pas pressée. J'avais désormais les ficelles entre les mains. Et c'est moi qui allais écrire le dernier acte de ce spectacle de marionnettes. Que faire ensuite? J'avais besoin d'un complice. Je ne pouvais pas gagner cette bataille tout seul. Et le premier nom qui me vint à l'esprit était celui de la personne que la comtesse craignait le plus. Lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, le soleil dissipait le célèbre brouillard de la vallée de la Loire, mais l'obscurité à l'intérieur du château était plus dense que d'habitude. Lorsque je suis descendue au rez-de-chaussée, dans la salle à manger, ma mise en scène était prête. J'avais délibérément appliqué un maquillage un peu foncé sous mes yeux et rassemblé mes cheveux de manière négligée. Mon costume de femme brisée était parfait. La comtesse Madeleine et Rémi étaient assis à table. La comtesse tartinait son pain grillé de beurre avec un couteau en argent, le visage empreint d'une sérénité indescriptible. Le Figaro était ouvert devant elle. « Ah, bonjour Amélie, dit-elle sans lever les yeux du journal. Regarde comme la presse a été gentille. Ils parlent d'un accident malheureux, une grande perte pour la famille Valois. Bien sûr, ils ont mentionné ton nom, mais ne t'inquiète pas, avec le temps, ils l'oublieront. » Je regardais Rémi. Il était concentré sur son café. « Bonjour, parvins-je seulement à dire, en laissant ma voix trembler. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis désolée de vous avoir déçu. » La comtesse prit une bouchée de son pain. « Ce qui est fait, mon chéri. Nous devons maintenant aller de l'avant. Nous avons contacté la compagnie d'assurance, l'expert viendra demain. Toi, tu dois juste, comment dire, rester discret. Laisse-nous nous occuper des discussions. Ta situation délicate pourrait compliquer les choses. » En d'autres termes, il me disait, reste dans ton coin et attends que nous récupérions ton argent. Bien sûr, répondis-je docilement. En fait, si vous me le permettez, j'aimerais aller en ville, à Tours, aujourd'hui. J'ai besoin de prendre l'air, peut-être d'aller à l'église pour me confesser. Cette culpabilité m'étouffe. Rémi leva la tête, un éclair de soulagement passa dans ses yeux. Cela leur convenait de m'éloigner de la maison. Bien sûr, mon amour, dit-il. Le chauffeur va te déposer. Non, répondis-je précipitamment. Je veux être seule. J'irai avec ma propre voiture. Ils ne s'y opposèrent pas. Ils pensaient que je voulais m'enfuir et me cacher comme un animal blessé. Mais en réalité, je descendais dans la forêt pour chasser. Au moment où je quittais le château, le souffle d'air pur qui emplit mes poumons n'allégea pas le poids sur mes épaules. Au contraire, il l'alourdit, car il n'y avait plus de retour possible.
Je pris la direction de Tours, mais je ne me rendais pas à l'église. Ma destination était un cabinet d'avocats poussiéreux, situé dans le vieux quartier de la ville, dont l'enseigne était à peine lisible. Maître Lucien, quand il entendit le nom de la comtesse, il fit la grimace et dit: ce vieillard ivrogne. Il y a des années, il était l'avocat de la famille Valois. Mais lorsque la comtesse, après la mort de son mari, voulut contrôler seule l'héritage, elle le renvoya en raison des avertissements éthiques de Lucien, allant même jusqu'à répandre des rumeurs sur son manque de fiabilité afin de mettre fin à sa carrière. L'ennemi de mon ennemi était mon ami. Son bureau sentait la fumée de cigares et les vieux livres. Maître Lucien était assis derrière son bureau, un verre de cognac bon marché à la main. Il ne fut pas surpris de me voir, il haussa simplement un sourcil. La mariée de Valois, dit-il d'une voix rauque. Je l'ai lu dans les journaux. Tu as lavé le tapis vieux de 500 ans à l'acide. Félicitations, c'est le plus grand dommage que tu aies causé à cette famille. Je sortis de mon sac-clé. Tirage des photos que j'avais prises dans le grenier et les posai sur la table. Je ne dis rien. Je me contentais de lui montrer les photos du dossier bleu, de la vente à la Russie et de la police d'assurance. Lucien a d'abord gardé son air moqueur en regardant les photos. Mais ensuite, il a mis ses lunettes. Il a posé son verre sur la table. Plus le silence se prolongeait, plus l'atmosphère dans la pièce changeait. Le vieil homme ivre avait disparu, remplacé par un requin. Ceux-ci, a-t-il murmuré. Ceux-ci sont-ils authentiques? Je les ai trouvés dans le grenier. Le tapis original est à Moscou. Le tapis brûlé est un décor de théâtre qui vaut 2500 €. Lucien se mit à rire. C'était un rire qui reflétait toute la colère accumulée au fil des ans. Madeleine. Ah, Madeleine. Elle a toujours été rusée, mais là, c'est du courage à la limite de la stupidité. Il se tourna vers moi, les yeux brillants. Tu sais, si cela est prouvé, ils ne se retrouveront pas seulement sans le sou. Fraude à l'assurance, trafic d'œuvres d'art, évasion fiscale. Ils passeront le reste de leur vie derrière les barreaux. Je sais, dis-je d'une voix froide, et je veux que vous m'aidiez à le faire. Lucien se cala dans son siège. Pourquoi? Tu es leur belle-fille. Tu peux prendre ta part de l'argent et te taire. Parce que, dis-je en repensant au regard vide de Rémi ce matin-là, ils ne m'ont pas seulement escroqué, ils m'ont prise pour une idiote, ils ont joué avec mon honneur et ils ont fait de moi le bouc émissaire d'un crime. Je ne veux pas d'argent, maître. Je veux que justice soit faite, et je sais que vous aussi, vous avez une revanche à prendre sur la comtesse. Lucien me tendit la main. Ne m'appelez pas maître, appelez-moi Lucien. Et oui, je prends cette affaire. Je ne vous demanderai pas d'honoraires. Voir Madeleine menottée dans la salle d'audience sera pour moi une prime de retraite inestimable. Ce jour-là, dans ce petit bureau, nous avons élaboré notre plan de bataille. Lucien a mis au point la stratégie juridique. Les photos ne suffisent pas, a-t-il déclaré. Au tribunal, ils diront, ce sont des faux, notre belle-fille nous fait chanter. Il nous faut des preuves concrètes, matérielles. Flux financier, nous devions suivre la trace de l'argent provenant de Russie. Lucien avait de vieux amis qui connaissaient les portes dérobées du système bancaire suisse. Tapis contrefait, nous devions prouver scientifiquement que le tapis brûlé n'était pas une œuvre du XVIe siècle. C'est là que j'interviens, ai-je dit. J'ai sorti un petit tube en verre de mon sac. Il contenait un échantillon de cendres et de fibres que j'avais discrètement prélevées dans les débris du tapis, que tout le monde avait pris pour des fils brûlés cette nuit-là. Je suis restauratrice, Lucien, et la chimie, c'est mon métier. L'acide qui a été versé sur le tapis cette nuit-là n'était pas un simple produit nettoyant, c'était de l'acide sulfurique. Et les fibres brûlées, ce n'était pas de la soie. C'étaient des fils modernes mélangés à des fibres synthétiques. Il n'y avait pas de polyester au XVIe siècle. Lucien sourit. Cette fois, son sourire était effrayant. Tu es une femme dangereuse, Amélie. Rémi n'a jamais su à quel point tu étais précieuse. Il y a autre chose, dis-je d'une voix tremblante. L'odeur sur Rémi. Et les dépenses. La location d'un appartement à Paris. Les paiements effectués au nom d'Isabelle. Lucien fouilla dans ses notes. Isabelle. Isabelle. Il alluma son ordinateur et tapa rapidement quelque chose. Je suis les comptes de la famille Valois à distance depuis des années. Dame mouvement suspect. Oui, voilà. Isabelle Dubois. Ce n'est pas une simple maîtresse. Il tourna l'écran vers moi. La photo que je vis me glaça le sang. La femme. Sur la photo, Isabelle était une de mes connaissances de l'université, celle qui nous avait présenté, Rémi et moi, lors de cette fête fortuite, celle que je considérais comme ma meilleure amie. C'est, ai-je dit, le souffle coupé. C'était mon amie. C'est elle qui m'a présenté Rémi. Apparemment, dit Lucien sans pitié. Elle t'a présenté à Rémi parce que la famille de Rémi avait besoin d'argent et qu'Isabelle avait besoin de garder Rémi sous son emprise. Tu as été choisie comme victime, Amélie. Une victime talentueuse, naïve et, surtout, suffisamment amoureuse pour faire cette restauration gratuitement. C'était le dernier maillon de la trahison.
Non seulement mon mari et ma belle-mère, mais aussi ma meilleure amie étaient impliqués dans ce complot. Elle m'avait livré de ses propres mains à mon bourreau. Avez-vous déjà découvert que tous les beaux moments de votre vie n'étaient en réalité qu'un scénario? Ces rires, ces serments d'amitié, tout cela n'avait pour but que de me préparer à cette soirée de vente aux enchères. Si certains d'entre vous ont déjà été trahis par un ami, ils comprendront cette douleur au plus profond d'eux-mêmes. Mais laissez-moi vous confier un secret, la plus grande douleur est le plus grand carburant. En sortant du bureau, Lucien m'a mis en garde. Fais attention, l'expert en assurance arrive demain. Cet homme est peut-être à la solde de la comtesse. S'il se rend compte que le tapis est un faux et qu'il ne le signale pas, il sera complice. Nous devons le tester. Comment? Ai-je demandé. Nous allons lui lancer un petit appât, a répondu Lucien. Demain, pendant que l'expert fera son inspection, tu seras là. Et tu feras quelque chose qui, s'il est honnête, lui permettra de comprendre que le tapis est un faux. S'il est malhonnête, il fermera les yeux. En rentrant au château, le soleil se couchait. Je ne pleurais plus en conduisant. Je n'avais qu'une seule pensée en tête, ma performance du lendemain. Cet expert était la clé de ce jeu. Et j'allais utiliser l'arme la plus dangereuse dont je disposais, à savoir mes connaissances professionnelles, pour déverrouiller cette clé. Quand je suis rentrée à la maison, Rémi m'a accueilli à la porte. Bonsoir chérie, comment vas-tu? M'a-t-il demandé avec cette fausse inquiétude. Je l'ai regardé. Je ne voyais plus un mari, mais une cible. Je vais mieux, Rémi, ai-je répondu en souriant. Les prières ont fonctionné. Je sais maintenant exactement ce que je dois faire. Rémi n'a pas compris la menace contenue dans mes paroles. Je suis content, a-t-il dit en m'embrassant. Même si le goût du mensonge sur ses lèvres me donnait la nausée, je ne me suis pas retiré. Car demain était un grand jour. L'expert en assurance, c'est-à-dire le gardien des 5 millions d'euros, allait venir. Et j'allais entrer dans cette pièce avec une bombe. À votre avis, combien un expert en assurance peut-il accepter comme pot de vin? Pour couvrir un mensonge de 5 millions d'euros. Et comment vais-je lui faire tomber le masque? La réponse se cache dans une goutte de solution spéciale. La grande bibliothèque du château avait été transformée en salle d'audience ce matin-là. Sur l'immense table au centre, les restes du célèbre tapis brûlé étaient étalés. Et à la tête de la table se tenait l'homme qui allait décider de mon sort ou plutôt des 5 millions d'euros de la comtesse, l'expert en assurance, Monsieur Lambert. Avec son costume coûteux, ses cheveux gominés et son front constamment en sueur, Lambert était loin d'inspirer confiance. Une loupe à la main, il faisait semblant d'examiner les bords brûlés du tapis, marmonnant de temps en temps: Homme, c'est dommage, les dégâts sont très importants. La comtesse Madeleine, vêtue de noir comme une veuve en deuil, l'observait depuis le rebord de la fenêtre. Rémi, quant à lui, se rongeait les ongles nerveusement. C'était mon tour d'entrer en scène. Je suis entré dans la pièce avec un plateau en argent. Sur le plateau, il y avait des tasses à café et une petite bouteille en verre brun. J'avais sur le visage l'expression coupable que j'avais répétée, les épaules voûtées. Voulez-vous du café, monsieur Lambert? Ai-je demandé d'une voix tremblante. L'homme leva la tête, me regarda de haut. Merci, madame. Mais avant cela, je dois voir le produit chimique que vous avez utilisé lors de l'accident. Bien sûr, ai-je répondu en lui tendant la bouteille brune posée sur le plateau. Voilà, c'est la solution que j'ai utilisée pour enlever les taches pendant la restauration. Je l'ai utilisée sans lire l'étiquette. Je pense qu'elle était trop puissante. Lambert prit la bouteille. Il ouvrit le bouchon, la renifla. Il grimaça. Puis, il a tenu la bouteille à la lumière. Il s'est tourné vers la comtesse et a prononcé la phrase attendue. Oui, c'est un solvant industriel très puissant. Sa composition acide dissout la soie du XVIe siècle en quelques secondes. Ce n'est pas un accident, c'est une catastrophe, madame la comtesse. Je vais inscrire dans mon rapport perte totale due à une erreur de manipulation. La comtesse secoua la tête avec un soupir tragique. Ah, Amélie, dans quel état tu nous as mis? Lorsque Lambert sortit son stylo pour signer son rapport, je ne pus m'empêcher de rire intérieurement, car cette bouteille brune ne contenait ni solvant industriel, ni acide. J'y avais versé un simple mélange de vinaigre et d'eau que j'avais pris dans la cuisine, juste pour lui donner une odeur un peu forte. Si Lambert avait été un véritable expert, il aurait reconnu le vinaigre à son odeur. S'il avait été un homme honnête, il aurait su que ce liquide ne pouvait pas dissoudre la soie, ni même brûler la peau. Mais sans même prendre la peine d'analyser la bouteille, il rendait à la comtesse le pot de vin qu'elle lui avait versé. J'avais réussi le test, ou plutôt, ils avaient échoué. La fraude de Lambert n'était plus un simple soupçon, mais une réalité avérée. En signant ce rapport, il signait son propre arrêt de mort. Si vous avez déjà été confronté, dans votre vie professionnelle ou privée, à des personnes qui vous mentent effrontément et abusent de leur autorité, vous comprenez le plaisir que procure cet instant.
Au moment où Lambert appuyait son stylo sur le papier, je cochais d'un grand trait le nom de Lambert sur la liste de vengeance que j'avais dans ma tête. Abonnez-vous à ma chaîne et ne manquez pas l'expression sur le visage de ces imposteurs lorsque leur masque tombera. Après le départ de Lambert, une ambiance de fête régnait dans le château. La comtesse a sabré le champagne avec un air de nous sommes sauvés. Rémi est venu me voir et m'a dit « Ne t'inquiète pas Amélie, nous allons tout régler. Avec l'argent de l'assurance, nous pourrons peut-être même t'ouvrir un petit atelier. » Je ne sais pas si j'étais plus en colère contre son arrogance ou contre le fait qu'il me prenne pour une idiote, mais la véritable surprise de la journée n'était pas encore arrivée. Dans l'après-midi, une voiture de sport rouge est apparue sur le chemin caillouteux du château. Rémi a bondi de sa chaise en voyant la voiture par la fenêtre. « Ah, Isabelle est arrivée !» s'est-il exclamé. Je suis resté figé. « Isabelle, pourquoi ?» La comtesse a répondu en faisant tourner le verre en cristal qu'elle tenait à la main. J'ai dit à Rémi de l'appeler. En ces temps difficiles, la famille a besoin d'amis. De plus, Isabelle a fait des études de droit, elle pourra peut-être nous aider avec les documents d'assurance. Une formation en droit. Isabelle n'avait jamais mis les pieds à la faculté de droit de sa vie. C'était une organisatrice. Mais dans le monde des mensonges, tout le monde endossait un nouveau rôle. La porte s'ouvrit et Isabelle entra. Vivante, rayonnante, pleine de vie. Elle portait une robe blanche qui épousait son corps. Elle contrastait totalement avec mon apparence pâle et abattue. Elle vint m'embrasser. Ce parfum, jasmin et musc, l'odeur sur le col de Rémi. Ma chère Amélie, dit-elle en m'embrassant sur les joues. Je n'arrivais pas à y croire quand j'ai appris la nouvelle. Comment as-tu pu faire une telle erreur? Mais ne t'inquiète pas, nous sommes là pour toi. En me regardant dans les yeux, j'ai vu cette lueur de victoire dans ses pupilles. À ce moment-là, tout est devenu clair. Ce n'était pas seulement un plan pour l'argent. Isabelle voulait prendre ma place. Elle ne voulait pas seulement mon mari, elle voulait ma vie, mon statut, peut-être même ma place dans ce château. Elle allait me faire passer pour une épouse incompétente et problématique et se présenter comme la femme parfaite qui réconfortait Rémi. Rémi a posé une main amicale sur la taille d'Isabelle. Isabelle nous a beaucoup aidés, Amélie. Nous allons gérer cette situation avec elle. Ce soir-là, pendant le dîner, alors que les trois discutaient joyeusement, je restais assise en silence à l'autre bout de la table. Ils parlaient en code de la façon dont ils allaient dépenser. L'argent de l'assurance, comment ils allaient blanchir l'argent sous le nom de rénovation du château. Isabelle parlait de changer la décoration du château. Elle commençait déjà à se comporter comme la maîtresse de maison. J'ai sorti mon téléphone de sous la table. L'application d'enregistrement vocal était ouverte. J'enregistrais chaque mot, chaque rire, chaque aveu. Mais je n'allais pas me précipiter pour faire éclater la bombe. Il ne restait plus que 3 jours avant la fête du jardin d'été organisée chaque année par la comtesse, à laquelle participait toute la presse locale et la haute société. La comtesse organisait cette fête sous prétexte de restaurer la réputation de la famille et de partager ses chagrins, mais son véritable objectif était de célébrer l'arrivée de l'argent de l'assurance. J'ai envoyé un message à Lucien. L'expert a signé le rapport. Isabelle est là. Tout le monde est prêt. Lucien ne tarda pas à répondre. Parfait. Les résultats du laboratoire arriveront demain matin. Et nous avons des nouvelles de Suisse. Dimitri Volkov n'appréciera pas que son nom soit cité dans une affaire de fraude. Sois prête, Amélie. Le jour de la fête sera leur dernier jour. À la fin du repas, Isabelle s'est tournée vers moi et m'a dit d'un ton dédaigneux: Amélie, qu'est-ce que tu vas porter pour la fête? J'espère que tu ne vas pas remettre une de tes vieilles robes aux couleurs ternes. La presse sera là, tu dois avoir l'air un peu plus vivante. J'ai souri. C'était mon premier vrai sourire de la journée. Ne t'inquiète pas, Isabelle, ai-je répondu. Je porterai quelque chose qui fera que personne ne pourra détacher son regard de moi. Cette fête sera un jour que nous n'oublierons jamais. Ils n'ont pas compris la menace qui se cachait derrière mes paroles. Ils pensaient que j'allais choisir une tenue pour la fête, mais en réalité, je préparais leur cercueil. Alors, comment vais-je faire tomber le masque d'Isabelle lors de cette fête? Et comment l'oligarque russe Volkov va-t-il s'intégrer dans cette équation? Dans quelques instants, vous allez voir comment les chasseurs deviennent les proies. Le jour de la fête dans le jardin d'été, le château ressemblait à une ruche. Mais pas une ruche qui produit du miel, seulement une ruche remplie d'abeilles qui bourdonnent et sont prêtes à se piquer les unes les autres. Les camions de l'entreprise d'organisation installaient des tentes blanches dans le jardin, les serveurs polissaient les verres en cristal, les musiciens accordaient leurs instruments. Tout semblait parfait. Vu de l'extérieur, c'était une élégante réception donnée par une famille noble. Mais vu de l'intérieur, cela ressemblait à un cirque financé par de l'argent volé et fondé sur des mensonges. Isabelle était la star de la journée. Une radio à la main, elle courait dans tous les sens, réprimandait les domestiques et changeait la disposition des fleurs. Elle portait une robe vaporeuse couleur poudre. Elle essayait de paraître comme le symbole de la pureté et de l'innocence. Quant à moi, on m'avait recommandé de rester invisible.
Au petit déjeuner, la comtesse m'avait dit: Amélie, je veux que tu t'habilles en noir aujourd'hui. Ne gâche pas l'image de la mariée en deuil et repentante. Et surtout, ne parle pas aux invités importants. Reste dans un coin et aie l'air triste. En montant dans ma chambre, j'ai regardé la robe noire informe que la comtesse avait choisie pour moi, posée sur le lit. Elle ressemblait à une robe de religieuse. Un chiffon choisi pour me rendre asexuée, effacée. J'ai pris cette robe et je l'ai jetée à la poubelle, au fond de mon armoire. J'ai sorti la robe que j'avais achetée à Paris il y a des années, mais que Rémi trouvait trop provocante, et ne m'avait jamais laissé porter. Une robe en soie rouge sang, dos nu, qui épousait mon corps comme une seconde peau. Je l'ai accompagnée du seul bijou de valeur qui me restait de ma famille, les boucles d'oreilles en rubis de ma grand-mère. Quand je me suis regardée dans le miroir, je n'ai pas vu la restauratrice maladroite. J'ai vu une reine prête à partir à la chasse. Alors que j'appliquais sur mes lèvres un rouge à lèvres de la même teinte que ma robe, j'ai reçu un message de Lucien sur mon téléphone. Notre invité est en route. Heure d'arrivée prévue, 20 minutes. Que le spectacle commence. J'ai souri. Ce n'était pas seulement une fête. C'était une roulette russe. Et j'avais le doigt sur la gâchette. Si vous avez vous aussi refusé le rôle de loser, qui vous était attribué dans la vie et que vous avez créé votre propre scène, vous vous souvenez certainement de vos battements de cœur à ce moment-là. Mon cœur battait non pas de peur, mais d'excitation à l'idée de la tempête qui allait bientôt éclater. Abonnez-vous à ma chaîne et ne manquez pas l'expression des visages lorsque ce moment arrivera. Quand je suis descendue, la fête avait déjà commencé. Le jardin était rempli de toute l'élite de la région de la Loire. Le maire, les journalistes locaux, les autres propriétaires de châteaux. Tout le monde riait, une coupe de champagne à la main, et faisait semblant d'être courtois au son du violon. La comtesse Madeleine, Isabelle et Rémi se tenaient à l'entrée et recevaient les félicitations. Une image de famille parfaite, d'une mère forte, un fils dévoué et une future belle-fille. Et puis j'ai mis le pied dans le jardin. Lorsque je me suis arrêtée en haut des marches, la musique n'a pas cessé, mais des chuchotements ont commencé. Puis, ces chuchotements se sont propagés comme une vague et même le violoniste a cessé de jouer. Silence. Tout le monde me regardait. La mariée en noir, effacée et triste, avait disparu. À sa place se tenait une femme vêtue de rouge, la tête haute, le regard enflammé. La robe couleur poudre d'Isabelle semblait pâle et terne à côté de ma robe rouge, comme un morceau de tissu malade. Je descendis lentement les escaliers. Chaque clic de mes talons sur le marbre était un coup de marteau porté à la patience de la comtesse. Lorsque j'arrivai à leur hauteur, le visage de la comtesse était devenu livide. Rémi, quant à lui, me regardait bouche bée. Dans ses yeux, il y avait une lueur de désir que je n'avais pas vue depuis longtemps, et cela suffit à rendre Isabelle folle. Amélie, dit la comtesse en sifflant entre ses dents. Que croyez-vous faire? Je vous avais dit de vous habiller en noir. Je lui ai offert mon plus beau sourire. Ah, Madeleine Anne. N'est-ce pas un jour de fête aujourd'hui? Nous célébrons l'argent de l'assurance. Pardon, le rétablissement de notre honneur familial. S'habiller en noir aurait jeté une ombre sur ce jour heureux. Isabelle intervint, la voix tremblante. C'est vulgaire. On n'est pas dans un cabaret, Amélie. Je me suis tournée vers elle. Tu as raison, Isabelle. On dirait plutôt une scène de théâtre ici. Et tout le monde doit jouer son rôle, n'est-ce pas? Avant qu'il n'ait le temps de répondre, il y eut du mouvement à la porte du jardin. D'un bruit de moteur vint troubler la fausse tranquillité de la fête. 3 gros SUV noirs aux vitres teintées entrèrent dans l'allée caillouteuse du château. Tous les regards se tournèrent vers eux. Qui est ce? Murmuraient les invités. La comtesse savait qu'il n'y avait pas de tel convoi sur la liste des invités. Elle tira nerveusement sur le collier de perles qui ornait son cou. Les portes des voitures s'ouvrirent. 4 hommes imposants, en costume et équipés d'écouteurs, descendirent les premiers. Dame garde du corps professionnel. Puis, il descendit de la voiture du milieu par la porte arrière. Dimitri Volkov. Un homme grand, aux traits anguleux, aux cheveux gris, vêtu d'un costume sur mesure d'une valeur inestimable. Un oligarque russe. L'homme à qui la famille avait secrètement vendu la tapisserie originale. Lucien avait trouvé le moyen de le contacter. Il lui avait envoyé un message simple: la tapisserie La Chasse de Diane que vous avez achetée aurait brûlé en France et une demande d'indemnisation a été faite auprès de la compagnie d'assurance. Si cette fraude est découverte, votre nom, en tant qu'acheteur de biens volés, sera impliqué dans un scandale international. Soit vous venez maintenant et présentez la facture de votre achat, soit vous fournirez des explications lorsque la police se présentera à votre porte. Volkov était un homme qui détestait voir son nom sali. Et à cet instant, sa colère transparaissait dans sa démarche. La comtesse Madeleine trébucha. Elle dut s'agripper au bras de Rémi. C'est impossible. L'entendis-je dire. Que fait-il ici? Volkov se fraya un chemin à travers la foule comme un brise-glace et se dirigea droit vers nous.
Ses gardes du corps dégagèrent l'espace autour de lui. Même le maire s'écarta. Quand il se planta devant eux, la température ambiante sembla baisser de 10 degrés. Volkov ne regarda pas la comtesse. Il regarda directement Rémy. Monsieur de Valois, dit-il dans un français parfait, mais avec un accent prononcé. J'ai appris que la marchandise que vous m'avez vendue a brûlé. Or, cette marchandise est actuellement accrochée au mur de ma maison à Moscou. Vous me devez une explication. Et tout de suite, un silence de mort s'abattit sur le jardin. Tout le monde retenait son souffle. Vendre. Mais le tapis n'avait-il pas brûlé? Les chuchotements étaient sur le point de se transformer en cris. Rémy se mit à bégayer. Monsieur Volkov, nous. C'est à ce moment précis que je suis intervenu. J'ai pris délicatement la coupe de champagne des mains d'Isabelle et j'ai bu une gorgée. Puis je me suis tourné vers Volkov. Monsieur Volkov, dis-je d'une voix assurée. Je pense qu'il y a un malentendu. Ma femme et sa mère affirment que le tapis a brûlé. Même l'expert en assurance l'a confirmé. Mais vous dites que vous avez l'original. Dans ce cas, tout le monde ici se pose la même question. Je me suis tourné vers la foule et j'ai élevé la voix. Si le tapis de monsieur Volkov est authentique, qu'est-ce que j'ai brûlé? Et si ce que j'ai brûlé est un faux, à qui et pourquoi la compagnie d'assurance a-t-elle approuvé le paiement de 5 millions d'euros? Ce n'était pas une question, c'était une bombe. Et la mèche était allumée. Isabelle m'a regardé avec haine. Tais-toi, Amélie. Tu es ivre, a-t-elle crié. Mais il était trop tard. Volkov a sorti le dossier bleu de sa poche. La copie du dossier que j'avais trouvé dans le grenier. Voici, dit Volkov en brandissant le dossier. Le contrat de vente, signé, et les reçus du transfert d'argent. Date 14 février. Dame mois avant la vente aux enchères. Un flash éclata dans la foule. Le journaliste local avait immortalisé ce moment. La comtesse Madeleine porta la main à son cœur et s'évanouit de manière théâtrale dans les bras des Rémy. Mais personne ne l'a cru, car tous les regards étaient rivés sur le dossier bleu et la femme en robe rouge. La fête était finie. L'exécution avait commencé, mais ce n'était pas encore fini. Volkov n'était qu'un début. Le coup de grâce allait venir avec la révélation du mensonge d'Isabelle sur sa formation juridique, et j'étais impatient de porter ce coup de grâce. À votre avis, que devrais-je utiliser pour réveiller la comtesse évanouie? De l'eau ou le bruit des sirènes de police? Lorsque le silence mortel du jardin fut rompu par le bruit lointain des sirènes, la perte de connaissance de la comtesse Madeleine fut soudainement suivie d'une guérison miraculeuse. La femme allongée dans les bras de Rémy ouvrit les yeux dès qu'elle vit les lumières bleues des voitures de police se refléter sur les murs de pierre du château. Car pour une aristocrate, mourir est un destin plus acceptable que d'être arrêtée. Mais Madeleine de Valois était une femme qui aimait la vie. À mesure que les sirènes se rapprochaient, la foule paniqua. Ses invités élitistes abandonnèrent leur coupe de champagne et se dirigèrent vers les portes de sortie. Personne ne voulait faire la une des journaux au milieu d'une descente de police. Mais les policiers avaient déjà bloqué l'entrée principale. En tête, le commissaire Renard, accompagné de mon avocat maître Lucien, qu'il prenait pour un vieillard ivrogne, mais qui était en réalité un requin. Lucien, un épais dossier à la main, marchait comme un général victorieux. Rémy a laissé tomber sa mère et s'est mis à bégayer. C'est un malentendu. Appelez mon avocat. C'est à ce moment-là qu'Isabelle entra en scène. Vêtue d'une robe couleur poudre, elle se dressa devant le commissaire, essayant de ressembler à un ange. Monsieur l'agent, dit-elle d'une voix autoritaire et institutionnelle. Je suis la conseillère juridique de la famille. Ce que vous faites est une perquisition illégale. Vous ne pouvez pas entrer sans autorisation dans la propriété privée de mes clients. Où est votre mandat de perquisition? Lucien éclata de rire. Mais moi, je fis un pas vers Isabelle pour jouer ma dernière carte. Ma robe rouge flottant au vent, je plongeai mon regard dans celui d'Isabelle. Conseillère juridique, demandai-je d'une voix si forte qu'elle résonna dans tout le jardin. À quel barreau êtes-vous inscrite, Isabelle? À Paris? À Lyon? Ou au barreau du monde imaginaire? Isabelle a hésité. Son expression confiante s'est effacée. Qu'est-ce que tu racontes, Amélie? Tu sais bien que j'ai fait des études de droit. J'ai sorti de mon sac le document d'une page que Lucien avait préparé pour moi. Oui, tu as fait des études de droit, ai-je dit. Pendant 2 ans. Puis tu as été renvoyée pour absentéisme. Et depuis 5 ans, tu te présentes comme avocate et tu organises les affaires délicates. De familles riches, de fausses factures, des sociétés écrans. Et maintenant, de la fraude à l'assurance. Je tendis le document au commissaire Renard. Monsieur l'agent, cette femme n'est pas avocate. Elle est l'organisatrice de ce réseau de fraude. Et chaque entretien qu'elle a mené sous le nom de conseil juridique est en réalité un aveu de complicité. Car le secret professionnel entre avocats et clients ne s'applique pas aux faux avocats. Le visage d'Isabelle est devenu plus blanc que sa robe. Rémy la regardait avec horreur. Quoi? Tu n'es pas avocate? Mais tu m'as montré ton diplôme.
Photoshop, Rémi. Dis-je en riant. Tout comme ton amour pour moi. Ce n'est qu'une mauvaise fiction. Avez-vous déjà vu la vie d'une personne s'effondrer comme un château de cartes? Isabelle s'est effondrée à cet instant. Ses jambes ont lâché et elle s'est assise dans l'herbe. Cette femme forte et arrogante avait disparu, remplacée par une menteuse tremblante. Le commissaire Renard brandit le mandat d'arrêt qu'il tenait à la main. Madeleine de Valois, Rémi de Valois et Isabelle Dubois. Vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie aggravée, trafic d'œuvres d'art, fraude à l'assurance et falsification de documents. Lorsque les policiers ont passé les menottes à Rémi, mon mari m'a regardé. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement une pure stupéfaction. Comment peux-tu nous faire ça, Amélie? Murmura-t-il. Nous formions une famille. Je me suis penchée vers lui et lui ai murmuré à l'oreille, de manière à ce que lui seul puisse m'entendre. Non, Rémi, vous étiez une bande. Moi, je n'étais qu'un nettoyeur. Et maintenant, j'ai nettoyé la plus grosse saleté. La comtesse Madeleine n'a pas résisté. Elle a seulement essayé de garder la tête haute. Mais lorsque les policiers l'ont fait monter dans leur voiture, toute la vallée de la Loire a pu voir comment les menottes métalliques aux poignets de la célèbre de Valois avaient brisé son honneur. Sous les flashs des journalistes, elle n'a même pas essayé de cacher son visage, car elle savait que la partie était terminée. Volkov observait toute cette agitation de loin, en fumant un cigare. Nos regards se croisèrent. Il inclina légèrement la tête vers moi. C'était un signe de respect. J'allais lui permettre de garder le tapis original et en échange, il ferait une déclaration qui enterrerait cette famille. C'était un pacte avec le diable, mais la justice se cache parfois dans des zones grises. Les voitures de police, leurs gyrophares bleus allumés, quittèrent le chemin du château, ne laissant derrière elles que Lucien, moi-même et les invités stupéfaits. Lucien s'approcha de moi et posa sa main sur mon épaule. « Tu crois que c'est fini? » « Non, répondis-je en regardant le soleil couchant. Ce n'était que le début, Lucien. Maintenant, il y a le procès en divorce. Et je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas récupéré jusqu'au dernier centime caché par cette famille criblée de dettes. Car j'avais trouvé autre chose dans les documents du grenier. Un fonds fiduciaire secret laissé par le père de Rémi, mais que la comtesse cachait à l'État et à ses créanciers. Et grâce à la bêtise de Rémi, les codes de ce fonds se trouvaient à un endroit que je connaissais. Est-ce ma faute si mon mari est assez romantique pour avoir choisi la date de notre première rencontre comme code pour tous ces mots de passe? Je vais affronter Rémi entre les murs froids de la salle des visites de la prison. Et je vais lui dire quel est le prix de sa liberté. Préparez-vous, la négociation commence maintenant. La salle des visites de la prison de Tours n'était pas plus froide que la salle de bal du château, mais elle était certainement plus honnête. Ici, il n'y avait pas de masque, seulement des vitres épaisses, des chaises en métal et une odeur de regret. Je ne portais plus cette robe rouge. J'avais enfilé un élégant tailleur bleu marine, style femme d'affaires, car je n'étais pas venue ici en tant qu'épouse, mais en tant que créancière. Quand on m'a amené Rémi, j'ai eu du mal à le reconnaître. Seulement 48 heures s'étaient écoulées, mais le prince avait disparu, remplacé par un homme aux épaules affaissées, les yeux rougis par le manque de sommeil, mal rasé. Sa combinaison orange jurait avec son teint aristocratique. Il s'est assis derrière la vitre. Il a pris le combiné. Il tremblait. « Amélie, dit-il d'une voix cassée, tu es venue. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. » Il n'avait toujours pas compris. Il pensait toujours que j'étais l'ancienne Amélie, pure et amoureuse. « Comment vas-tu, Rémi ?» demandai-je sans la moindre émotion dans la voix. Les lits sont confortables? Les repas sont-ils bons? Je suppose qu'ils sont un peu différents des festins de la comtesse. Rémi frappa la vitre, puis recula à la demande du gardien. « Ce n'est pas le moment. Tu dois nous sortir d'ici. Ma mère est désespérée. Tu dois trouver un avocat. Ce vieux Lucien nous a mis dans le pétrin. » Je m'adossai à la chaise derrière moi. Lucien est mon avocat, Rémi, et il est en train de préparer un dossier impeccable pour te faire condamner à au moins 10 ans de prison pour association de malfaiteurs. Isabelle a commencé à parler, elle aussi. Elle vous accuse, toi et ta mère. Elle dit, je n'étais qu'une employée, c'est eux qui ont tout planifié. Le visage de Rémi est devenu livide. Isabelle, cette vipère, c'est moi qui l'ai créée. Non, Rémi, dis-je calmement. Vous vous êtes créés l'un l'autre, et maintenant, vous allez vous détruire l'un l'autre. Mais je ne suis pas venu ici pour parler de ça. Je suis venu pour faire un échange. Une lueur d'espoir apparut dans les yeux de Rémi. Un échange? Que veux-tu? Retirer ta plainte. Je souris. Je ne peux pas retirer ma plainte, l'affaire a déjà été portée devant les tribunaux. Mais, si tu me donnes ce que je veux, je peux suivre une procédure à l'amiable, dans le cadre du divorce. Ainsi, quand tu sortiras de prison, vers 2030, tu ne seras pas complètement ruiné. Que veux-tu? Demanda-t-il dans un murmure. Le fonds fiduciaire de ton père, répondis-je. Rémi se figea. Son regard se fit fuyant. Quel fonds?
Quand mon père est mort, tout est revenu à ma mère. Je n'ai pas un sou. Ne mens pas, Rémi. Dis-je en durcissant le ton. Je n'ai pas seulement trouvé des documents russes dans le grenier. Je sais que ton père, avant de mourir, a ouvert un compte secret à ton nom au Luxembourg pour protéger ta mère de son addiction au jeu. Ta mère t'a caché ce compte pendant des années, mais tu l'as découvert. Et c'est là que tu as financé ton projet de fuite avec Isabelle, n'est-ce pas? Rémi a commencé à transpirer. Il était pris au piège. Cet argent est mon seul ticket de sortie, Amélie, supplia-t-il. C'est ma seule chance de recommencer ma vie quand je sortirai de prison. Cet argent, dis-je, c'est le prix de mon honneur. La compensation pour la honte que vous m'avez fait subir. Maintenant, vous allez me donner les codes d'accès à ce compte. Sinon, je le signalerai au procureur, il sera saisi au titre de produit du crime et ira dans les caisses de l'État. Vous avez le choix, soit vous me le donnez, soit vous le donnez à l'État. Rémi prit désespérément sa tête entre ses mains. Il se mit à pleurer. Voir un homme, surtout celui que j'appelais mon mari, s'abaisser ainsi balaya les derniers restes de compassion qui me restaient. Le mot de passe, dit-il en reniflant. Le mot de passe est ta date de naissance. Je m'arrêtai un instant. Je me suis retenu de rire. L'homme qui m'avait trompé, escroqué, qui avait essayé de me faire emprisonner, avait utilisé ma date de naissance comme code pour son argent de fuite. Ce n'était pas une preuve d'amour. C'était la preuve de sa paresse et de son narcissisme. Il me considérait tellement comme une proie facile qu'il n'avait même pas vu d'inconvénient à m'utiliser comme code. Dans quel format? Ai-je demandé, comme si je passais une commande au supermarché. Le jour, le mois, l'année. À l'envers. M'a-t-il répondu. Je l'ai noté dans mon carnet. Merci Rémi. Je me suis levé. Attends, a-t-il crié en s'agrippant au combiné. Tu m'as promis. Tu ne feras pas d'histoire pour le divorce. Tu m'attendras, n'est-ce pas? Je l'ai regardé une dernière fois. Cet homme derrière la vitre. Cette grenouille que j'appelais autrefois prince. Rémi, lui dis-je, je t'ai dit que je ne te causerai pas de difficultés pour le divorce, oui. Parce que nous ne divorcerons pas. Ses yeux se sont illuminés. Vraiment? Non, idiot. Ai-je répondu. J'ai demandé l'annulation de notre mariage. Pour cause de mariage blanc. Donc, au lieu de la loi, nous ne nous sommes jamais mariés. Tu n'es plus qu'un mauvais rêve pour moi. J'ai raccroché le combiné. Je me suis retourné. Je n'ai même pas regardé Rémi frapper la vitre et crier, ni les gardiens qui l'ont attrapé par les bras et l'ont traîné dehors. En sortant de prison, j'ai allumé mon téléphone. Je me suis connecté à l'application mobile de la banque luxembourgeoise. Nom d'utilisateur R. Valois. Mot de passe 19 920 512. Connexion réussie. Solde 2,3 millions d'euros. Cet argent n'était pas celui de la tapisserie originale. C'était l'argent propre du père de Rémi. Et maintenant, c'était la base de ma nouvelle vie. D'une simple pression sur un bouton, j'ai transféré tout le solde vers le compte non traçable que Lucien avait ouvert pour moi. Quand j'ai vu Opération réussie s'afficher à l'écran, j'ai poussé un profond soupir. Savez-vous ce qu'il y a de plus doux dans la vengeance? Ce n'est pas seulement de voir souffrir vos ennemis, c'est aussi de construire votre propre empire avec les ressources qu'ils ont utilisées pour vous détruire. Abonnez-vous à ma chaîne et ne manquez pas de découvrir ce que je vais faire avec cet argent. Comment je vais enterrer le nom de Valois dans l'histoire et transformer mon propre nom en marque. Mais mon travail n'était pas encore terminé. Rémi était fini. Isabelle était finie. Mais la reine des abeilles, la comtesse Madeleine. Même si elle était toujours en prison, je savais qu'elle avait un dernier atout caché à l'extérieur. Et cet atout, c'était le château lui-même. J'avais entendu dire qu'elle avait essayé de le vendre dans le cadre d'un accord secret avant que l'État ne le confisque. Qui était l'acheteur? Eh bien, cette surprise va vous prendre aux tripes. À votre avis, à qui une femme en prison essaierait-elle de vendre son château? Et comment vais-je empêcher cette vente? Indice, un petit incendie est sur le point de se déclarer au cadastre. Lorsque je suis sortie de prison, je n'avais pas seulement un téléphone et 2,3 millions d'euros sur mon compte bancaire. J'avais aussi le dernier souffle de mon ennemi entre mes mains. La comtesse Madeleine ne trouvait pas la paix, même derrière les barreaux. L'appel urge de mon avocat Lucien m'indiquait que le jeu n'était pas encore terminé, qu'il avait simplement changé de terrain. Amélie, tu dois te dépêcher, m'a dit Lucien, d'une voix qui n'avait rien de son calme habituel. Madeleine est sur le point de vendre le château grâce à ses relations à l'intérieur. Elle a signé une procuration. L'acheteur est une chaîne hôtelière américaine qui souhaite construire un parc aquatique sur le thème du Moyen Âge. Dans cette région, j'ai éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai regardé l'écran. Le château de Valois. Ce bâtiment élégant chargé d'histoire où des rois ont séjourné. Avec ses toboggans en plastique et ses stands de Hot Dog, allait-il se transformer en cirque? C'était trop humiliant, même pour la comtesse. Mais elle avait manifestement tellement besoin d'argent qu'elle se moquait que son héritage soit bafoué.
Son seul souci était de récupérer son argent avant que l'État ne le confisque. Quand aura lieu la vente? Demandai-je en roulant à toute vitesse vers le centre de Tours. Demain matin à 9 heures. Le notaire est un vieil ami de Madeleine. Ils vont conclure la transaction en un temps record et transférer le titre de propriété. Mes doigts étaient blancs à force de serrer le volant. Il faut que nous arrêtions ça, Lucien. C'est difficile sur le plan juridique, a répondu Lucien. Le château lui appartient toujours. Elle peut le vendre à qui elle veut. Le tribunal n'a pas encore saisi ses biens, la bureaucratie est lente. Et la banque? Demandai-je. L'idée qui me vint à l'esprit était celle d'un restaurateur minutieux allié à un banquier impassible. Le château n'était-il pas hypothéqué? Oui, ils ont une tête importante auprès de la banque Crédit du Loir. Mais la banque considère ce crédit comme irrécouvrable, en raison du scandale. Elle veut s'en débarrasser au plus vite. Si la chaîne hôtelière s'engage à rembourser la dette, la banque approuvera la vente. J'ai souri. La femme que je voyais dans le rétroviseur n'était plus cette jeune mariée timide. C'était une investisseuse avec 2,3 millions d'euros en espèces. Lucien, dis-je, appelle la banque. Je veux parler au gestionnaire du portefeuille de crédit. Tout de suite. Maintenant, que vas-tu faire, Amélie? Je vais racheter la dette de mon ennemi. Le lendemain matin, à 8h45, je me trouvais devant l'imposant bâtiment du notaire à Tours. Je portais un tailleur blanc aux lignes épurées. Un blanc qui symbolisait non pas la pureté, mais la puissance. À mes côtés se trouvaient Lucien et Monsieur Moreau, le représentant de la banque. Lorsque nous sommes entrés dans le bureau du notaire, l'air était imprégné d'une odeur de cigarette et de cupidité. L'avocat de la comtesse et les représentants de la chaîne hôtelière américaine étaient assis à table, sirotant leur champagne. Les signatures étaient sur le point d'être apposées. Quand ils nous ont vus, l'ambiance joyeuse de la pièce s'est figée. L'avocat de la comtesse s'est levé d'un bond. Que faites-vous ici? Il s'agit d'une réunion privée. Lucien posa bruyamment la mallette en cuir qu'il tenait à la main au milieu de la table, entre les coupes de champagne. Vous vous trompez. Il s'agit d'une réunion des créanciers. Le représentant américain intervint dans un français approximatif. Pardon, nous achetons cette propriété. L'accord est conclu. Nous rembourserons également les dettes bancaires. Je m'assis à la tête de la table, sur la chaise vide. Je croisai les jambes et me tournai vers l'Américain. Je suis désolé, monsieur, dis-je d'une voix feignant la politesse. Mais vous vous trompez de banque. Le représentant de la banque à côté de nous, monsieur Moreau, s'est éclairci la gorge en toussant et a posé le document qu'il tenait à la main sur la table. Hier soir, tous les droits hypothécaires et créances sur le château de Valois ont été transférés par notre banque à un tiers. Les yeux de l'avocat semblaient sortir de leurs orbites. À qui ont-ils été transférés? Ce n'est pas légal. Tout à fait légal, dit Lucien. La banque a le droit de céder ses créances à risque contre une contrepartie en espèces. Et le nouveau créancier? Il me désigna du doigt. Madame Amélie. Un profond silence s'installa dans la pièce. Le représentant américain me regarda, puis l'avocat, puis moi à nouveau. Donc, vous êtes propriétaire du château? Techniquement, non, répondis-je. Mais je suis propriétaire de la dette du château. Et en vertu d'une clause du contrat hypothécaire, je sortis de mon sac le document que Lucien et moi avions préparé tôt ce matin-là. J'exerce mon droit de préemption lors de la vente. De plus, en raison de la tentative de détournement de biens, de mauvaise foi de la part du débiteur, j'exige le paiement immédiat de la totalité de la dette. Je me suis tourné vers l'avocat. Votre client dispose-t-il actuellement de 4 millions d'euros à payer? L'avocat commença à transpirer. Vous savez bien que non. C'est pour cela que nous vendons. Dans ce cas, ai-je dit en prenant le stylo sur la table et en le tournant entre mes doigts en tant que créancier hypothécaire, je n'autorise pas la vente. Et comme la dette n'a pas été remboursée, je lance la procédure de saisie du château. Le représentant américain a rassemblé ses affaires. Je ne m'embarquerai pas dans ce chaos. Nous recherchons des biens immobiliers propres, nous ne voulons pas nous traîner dans les couloirs des tribunaux. Attendez, s'écria l'avocat de la comtesse. Nous étions d'accord, mais l'Américain avait déjà franchi la porte. Nous étions seuls dans la pièce. Le champagne s'était réchauffé et leur victoire était restée en travers de leur gorge. Je m'approchai de l'avocat. Je me penchai vers lui. Transmettez un message à votre cliente, ma chère belle-mère. Lui dis-je. Elle pensait pouvoir vendre son château et s'enfuir. Mais dites-lui que je suis désormais propriétaire. Et ce château ne deviendra ni un hôtel ni la propriété de quelqu'un d'autre. Ce château sera mon musée qui lui rappellera à quel point elle est impuissante. Lorsque nous sommes sortis du bâtiment du notaire, Lucien m'a regardé avec admiration. Tu l'as vraiment fait. Avec l'argent de Rémy, tu as acheté la maison de Rémy. Ce n'était qu'un échange, Lucien, répondis-je. Mon honneur contre un château. Je trouve que c'est un marché équitable. Mais mon travail n'était pas terminé.
Il me restait une dernière visite à faire pour savourer cette victoire. La prison pour femmes de Tours. Lorsque la comtesse Madeleine fut conduite dans la salle de visite, elle essayait de marcher la tête haute, même vêtue de son uniforme gris de détenue. Mais l'ancienne flamme qui brillait dans ses yeux s'était éteinte. Elle avait laissé place à la peur et à la haine. Elle s'assit derrière la vitre. « Que voulez-vous » siffla-t-elle. « Vous avez trompé mon fils, vous avez volé notre argent. Corrigeons cela. » dis-je calmement. « Votre fils a essayé de m'escroquer, vous n'aviez déjà plus d'argent. Je n'ai fait que ramasser ce qui était tombé. » Je sortis de mon sac le nouveau titre de propriété du château ou plutôt le document de propriété qui m'avait été transféré par voie d'exécution et le collai sur la vitre. « Écoute, Madeleine, dis-je, tu es désormais ma locataire. Certes, c'est l'État qui paye ton loyer, mais j'ai les clés du château. Et devine quelle sera ma première décision ?» Ses yeux se fixèrent sur le document. Ses mains se mirent à trembler. « Vous ne pouvez pas toucher à ça. C'est ma maison. Les esprits de mes ancêtres y résident. Je suis désolé de déranger ces esprits. » Je dis en souriant, car demain matin, je commencerai à vider ta précieuse collection d'antiquités. Je vais tout vendre. Et avec les bénéfices. Je m'interrompis, réfléchissant à ce qui lui ferait le plus mal. Avec les bénéfices, je vais créer un centre d'aide et de soutien pour les femmes victimes d'escroqueries. Le château ne s'appellera plus de Valois. Non, gémit-il. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas effacer notre nom. Je l'ai déjà effacé, Madeleine. Les livres d'histoire ne vous décriraient pas comme une famille noble, mais comme des imbéciles qui ont coulé en essayant d'escroquer leur belle-fille. Je me suis levé. Je lui ai tourné le dos. Ses cris ont été interrompus par l'intervention des gardes. Pensez-vous que la vengeance est un plat qui se mange froid? Je ne pense pas. La vengeance, c'est une signature humide à poser au cadastre, un solde en caire à plusieurs zéros et le moment où vous savourez votre café en observant le désespoir de votre ennemi. Si vous avez vous-même pris possession du titre de propriété de votre vie, vous connaissez ce sentiment. Abonnez-vous à ma chaîne, car vous verrez comment j'ai franchi la porte de ce château et quelle a été la première décision de la nouvelle reine. Je me suis mise en route vers le château, qui est désormais ma maison. Mais une autre surprise m'attendait à mon arrivée. À la porte du château, un invité inattendu m'attendait, une valise à la main. Indice, cette personne est restée silencieuse depuis le début de l'histoire, mais elle sait tout. Et dans la valise qu'elle a apportée se trouvent des secrets que même la comtesse a oubliés. Dans un instant, nous allons affronter le dernier fantôme du passé. Les immenses portes en fer du château s'ouvrirent lentement lorsque j'appuyais sur ma télécommande. Autrefois, lorsque je franchissais ces portes, je me sentais toujours comme un intrus. Je haussais les épaules comme si quelqu'un allait surgir à tout moment et me criait « Tu n'as rien à faire ici ». Mais aujourd'hui, ces portes s'ouvraient non pas à un intrus, mais au propriétaire des lieux. En roulant sur le chemin caillouteux, même le bruit des pneus me semblait différent. Ce n'était plus un bruit d'écrasement, mais un bruit de domination. Lorsque je me suis arrêté devant l'entrée principale, les phares de ma voiture ont éclairé la silhouette qui attendait dans les escaliers. Gaspard, le majordome de la famille depuis 40 ans. La boîte noire du château. Cet homme froid qui m'avait toujours ignoré pendant que je vivais au château, dont la loyauté envers la comtesse n'avait jamais été remise en question. Il avait à côté de lui une vieille valise en cuir. Son visage arborait comme d'habitude son masque impassible. Je suis descendu de la voiture. J'ai agité les clés dans ma main et je me suis approché de lui. « Bonsoir, Gaspard », ai-je dit. « La comtesse a-t-elle oublié de vous renvoyer ou êtes-vous venu accueillir votre nouveau propriétaire ?» Gaspard inclina légèrement la tête. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un salut protocolaire forcé, mais un signe de respect sincère. « Madame, dit-il d'une voix âgée et tremblante, la comtesse ne pouvait pas me renvoyer, car j'ai démissionné. Mais avant de partir, j'avais un objet à remettre à son propriétaire légitime. » Je fronçai les sourcils. « Quel objet? L'argenterie du château ?» Gaspard regarda la valise à ses pieds. « Non, madame. Les vérités du château. Nous avons pris la valise et sommes entrés. Nous avons traversé le hall principal, autrefois somptueux, mais désormais vide et silencieux. Gaspard a posé la valise sur la table et l'a ouverte. Je m'attendais à voir apparaître des bijoux ou de l'argent. Mais ce qui en est sorti, c'était des papiers jaunis, des carnets reliés en cuiré, de petites bouteilles en verre étiquetées. « Qu'est-ce que c'est, Gaspard ?» demandai-je en prenant une bouteille dans ma main. Il était écrit arsenicum dessus. « De l'arsenic. Ce sont là, » dit Gaspard, les yeux remplis de larmes, les véritables causes de la mort du défunt comte de Valois, le père de Rémy. Mon sang se glaça. Le père de Rémy était mort d'une crise cardiaque, plusieurs années avant mon arrivée dans la famille. Tout le monde le savait. Gaspard commença à raconter. Sa voix coulait avec le soulagement d'avoir enfin libéré le poids accumulé au fil des ans. Le comte avait découvert la dépendance au jeu de Madeleine, madame.
Il avait menacé de la laisser sans le soual. Il avait dit qu'il divorcerait et la mettrait à la rue. Madeleine ne pouvait pas accepter cela. Plutôt que de perdre le nom et l'argent des Devallois, elle préféra perdre son mari. J'ouvris l'un des carnets. C'était l'écriture du comte. Ces derniers jours. 12 mai encore ce goût amer d'amande. Je ne sais pas ce que Madeleine met dans mon thé, mais je dépéris de jour en jour. J'ai demandé à Gaspard de vérifier mes repas. Gaspard a continué. Elle m'a demandé de garder ses bouteilles. Si elle venait à mourir, elle voulait que j'aille voir la police. Mais, il a baissé la tête. J'avais peur, madame. Madeleine m'a menacé. Elle m'a dit que si je parlais, elle ferait de moi son complice et détruirait ma famille. À l'époque, elle était très puissante. Je me suis tue. Je me suis tue pendant des années. Mais vous, quand je vous ai vu descendre ces escaliers dans votre robe rouge, j'ai pris mon courage à deux mains. Je serrai fermement la bouteille dans ma main. Ce n'était plus seulement une affaire d'escroquerie. C'était une affaire de meurtre. Madeleine avait lentement empoisonné son mari, puis avait dilapidé son héritage. Et maintenant, elle essayait de détruire ma vie avec le même sang-froid. Gaspard, dis-je en posant ma main sur l'épaule du vieil homme. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Parce que, répondit Gaspard en me regardant dans les yeux, la comtesse cherche un moyen de sortir de prison. Ses avocats demandent l'assignation à résidence pour raison d'âge et de santé. Si elle est assignée à résidence, elle essaiera de venir ici, dans ce château. Elle se battra contre vous. Mais cette valise fera en sorte et elle ne revoyait plus jamais la lumière du jour. Il avait raison. Les femmes comme Madeleine devenaient les plus dangereuses lorsqu'elles étaient acculées. Je ne pouvais pas la laisser blesser. Je devais en finir avec elle. Je fermai la valise. Gaspard, restez ici cette nuit, dans la plus belle chambre d'amis. Car demain matin, nous irons au parquet. Et vous, vous ferez le témoignage le plus important de votre vie. Gaspard sourit. Pour la première fois depuis des années, je visse le poids qui pesait sur ses épaules s'envoler. Avec plaisir, madame. Je vais enfin pouvoir dormir tranquille. Après que Gaspard se soit retiré dans sa chambre, j'ai commencé à déambuler seul dans le château. Un verre de vin à la main, je suis passé devant ces portraits que je détestais. Le tableau arrogant de Madeleine me regardait depuis le mur. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous ne savez pas quoi faire du pouvoir que vous avez entre les mains? Une partie de moi voulait détruire ce tableau, abattre ces murs. L'autre partie cherchait une solution plus durable. Je me suis approché du tableau. J'ai levé mon verre vers lui. Tu voulais être assignée à résidence, Madeleine Anne, me suis-je dit. Ne t'inquiète pas. Je vais te préparer une maison dont les murs ne seront pas faits de pierre, mais de honte. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai appelé Lucien et lui ai raconté les preuves apportées par Gaspard. Lucien a poussé un long sifflement à l'autre bout du fil. C'est la prison à vie, Amélie. La prison à perpétuité aggravée. Il ne pourra plus jamais rêver de récupérer ce château. Après avoir raccroché, je suis descendu dans le grand salon du château. Et à ce moment-là, j'ai pris ma décision. Ce château était le théâtre d'un crime. C'était un repère de criminels. Je ne pouvais pas commencer une nouvelle vie ici sans purifier cette énergie. Je réveillai les domestiques, le peu de personnel qui était resté au château cette nuit-là. Ils arrivèrent dans le salon, perplexes. Rassemblez tout, leur dis-je. Tout. Les meubles, les rideaux, les tapis, ces maudits portraits. Sortez tout dans le jardin. Madame, a demandé une jeune servante. Tout, tout, ai-je répondu. Demain matin, il ne restera plus ici la moindre trace des Devallois. Au lever du soleil, le jardin devant le château était rempli d'un énorme tas d'objets. Dames fauteuils anciens, des rideaux de velours, la porcelaine de la comtesse. On se serait cru dans un marché aux puces. Mais je n'allais pas vendre ces objets. Comment effacer son passé, selon vous? J'ai choisi de le faire en sortant mon briquet. Bien sûr, je n'allais pas brûler les objets de valeur, je les vendrais aux enchères et en ferais don. Mais ces portraits, ces faux documents généalogiques, leur destin serait différent. Abonnez-vous à ma chaîne, car dans quelques instants, lors de la grande finale, vous verrez ces portraits se consumer dans les flammes et le nouveau château d'Amélie renaître de ses cendres. Maintenant, je me tiens devant ce tas, non pas avec un bidon d'essence, mais avec une boîte d'allumettes. Ce feu ne brûlera pas seulement les objets, mais aussi les dernières peurs qui m'habitent. Et à ce moment précis, on frappa à nouveau à la porte du château. Cette fois, ce n'était ni Gaspard, ni la police. C'était le premier véritable invité de ma nouvelle vie. Et quand vous verrez qui c'était, vous comprendrez que cette histoire ne se termine pas par une histoire d'amour, mais par une alliance de force. Les flammes qui s'élevaient dans le jardin du château rivalisaient avec les premières lueurs du matin. Les portraits des ancêtres arrogants tant aimés par la comtesse Madeleine, les faux documents généalogiques et les rideaux somptueux remplis de mensonges. Tout cela n'était plus que des morceaux de bois qui crépitaient en brûlant. Une tasse de café chaud à la main, je regardais la scène en sentant la chaleur sur mon visage.
Ce n'était pas du vandalisme, mais un rituel de purification. La malédiction des de Valois se dissipait dans les airs sous forme de fumée. À ce moment précis, j'entendis le bruit familier d'un moteur couvrant le crépitement des flammes. Un SUV noir entra par la porte principale ouverte. La personne qui descendit de la voiture n'était pas un prince charmant tenant un bouquet de fleurs ou des chocolats. C'était bien mieux que cela. Dimitri Volkov. L'oligarque russe s'approcha de moi à pas lourd. Il jeta un bref coup d'œil aux flammes, puis se tourna vers moi. Un léger sourire, rare sur son visage, se dessina. Une méthode de chauffage impressionnante, madame, dit-il. Elle n'a rien à envier à la chaleur de ses anciens propriétaires. Bienvenue, monsieur Volkov. Dis-je, je vous offrirai bien un café, mais la plupart des tasses sont actuellement sur le feu. Volkov a ri. Il a fait signe à son chauffeur. Celui-ci a sorti un long paquet cylindrique du coffre de la voiture. Je vous ai apporté un cadeau, dit Volkov. Pour être honnête, cette pièce était très seule sur mon mur, et je pense que sa place est auprès de ceux qui sauront vraiment la restaurer. Le paquet fut ouvert. Il en sortit. La tapisserie La Chasse de Diane. L'original. J'avais les larmes aux yeux. Ce soir-là, le chef-d'œuvre auquel j'avais consacré des mois, dont j'avais mémorisé chaque point, était de retour. Mais, ai-je réussi à dire, vous avez payé 4,5 millions d'euros pour ça. Je l'ai payé, a répondu Volkov en haussant les épaules. Et grâce à vous, je vais récupérer cet argent avec les intérêts auprès de ces escrocs. Mes avocats ont déjà entamé la procédure de saisie des comptes en Suisse. Quant à cette tapisserie, qu'elle soit un petit hommage que je vous rends, à vous qui avez gagné cette bataille. Vous pourrez l'accrocher dans un coin privilégié de votre nouveau musée, de votre nouveau centre. C'est ce que j'entendais par union des forces. L'amour pouvait être fondé sur des passions passagères ou des mensonges. Mais le respect était le fondement le plus solide. Volkov respectait mon intelligence et mon courage. Et cela avait plus de valeur à mes yeux que tous les gestes romantiques. Un non plus tardole pierre sombre et grise du château brillait désormais. Mais pas seulement parce qu'elles avaient été nettoyées. Parce que l'énergie vitale à l'intérieur avait changé. La plaque rouillée château de Valois, au-dessus de la grande porte, avait été retirée depuis longtemps. À sa place, un nouveau nom était inscrit en lettres modernes et élégantes, l'Atelier des Phénix. Centre de restauration d'œuvres d'art et de soutien aux femmes, ce n'était plus seulement un lieu où l'on restaurait de vieux tableaux. C'était une académie qui offrait un soutien juridique, psychologique et professionnel aux femmes dont la vie avait été brisée, escroquées, opprimées, afin qu'elles puissent renaître de leurs cendres. Tout comme moi, le jour de l'inauguration, le jardin était à nouveau bondé. Mais cette fois, les aristocrates au sourire hypocrite n'étaient pas là. À mes côtés se trouvaient maître Lucien, Gaspard et les 20 femmes fortes qui suivaient une formation dans l'atelier. Et bien sûr, notre invité d'honneur, Dimitri Volkov. Lorsque je suis monté à la tribune, je ne portais ni robe noire de deuil, ni robe rouge vengeance. J'étais telle que j'étais, vêtue d'une chemise blanche toute simple et d'un genre. Amélie, juste Amélie. Je me suis penchée vers le micro. Il était une fois. Ai-je dit à la foule. On m'a dit que j'avais abîmé le tapis accroché à ce mur, que j'étais maladroite. Ils avaient raison. J'ai abîmé ce vieux tapis, cette vieille vie. Mais ils ont oublié une chose, un restaurateur ne se contente pas de réparer. Parfois, pour révéler la véritable beauté qui se cache en dessous, il faut gratter le faux vernis qui la recouvre. C'est exactement ce que j'ai fait. Lorsque les applaudissements ont éclaté, mon regard s'est posé sur les journalistes assis au dernier rang. Je pouvais voir les gros titres des journaux qu'ils tenaient dans leurs mains. La fin d'Éo, la comtesse, crise cardiaque en prison. L'article annonçait que Madeleine de Valois était décédée à la suite d'une crise cardiaque survenue à l'infirmerie de la prison, le soir même où elle avait appris le nouveau nom du château et mon succès. Sa colère avait fini par lui briser le cœur. La chute du prince. Rémy avait été condamné à 12 ans de prison pour avoir créé une organisation criminelle. Et d'après ce que j'ai entendu, il travaillait à la blanchisserie de la prison, lavant les draps sales des autres détenus avec ses mains aristocratiques. Isabelle, elle a bénéficié d'une réduction de peine pour avoir témoigné, mais comme son visage était connu dans toute la France, personne ne voulait l'embaucher. La dernière fois qu'on l'a vue, elle travaillait comme secrétaire dans une agence immobilière clandestine dans la banlieue de Paris. On dit que la justice est une balance divine. Mais je n'y crois plus. La justice est une balance que vous construisez de vos propres mains. N'attendez pas, agissez. Après mon discours, je suis sortie sur le balcon du château, de l'atelier. La vallée de la Loire s'étendait à mes pieds. Le soleil se couchait, le ciel était orange et violet, comme les ailes d'un phénix. À ce moment-là, j'ai sorti de ma poche le pendentif miniature en fer rouillé de la cheminée, celui que j'avais trouvé dans le coffre du grenier, et je l'ai mis autour de mon cou, pour ne jamais oublier d'où je venais. Cette histoire s'achève ici, mes amis, mais la vôtre commence peut-être tout juste.
Si vous êtes actuellement coincé dans un grenier, entre des coffres poussiéreux et des mensonges, n'oubliez pas ceci, vous avez le pouvoir d'ouvrir ce coffre. Et croyez-moi, même si les vérités qui s'en échapperont vous feront souffrir, elles sont les seules à pouvoir vous libérer. Je m'appelle Amélie, autrefois mariée maladroite. Je suis aujourd'hui la reine de mon château. Et cela, c'était ma victoire.